Good afternoon. Bon après-midi, chers collègues. Je vous suggère que nous redémarrions nos travaux avec cette session de l'après-midi. J'espère que vous avez bien mangé ce matin. Nous avons parlé de l'appui apporté à l'Ukraine. On a parlé également de l'élargissement de l'Union européenne. Cet après-midi, on va parler de la boussole stratégique et de la résilience de l'Union européenne. Le thème de cette session n'aurait pas pu tomber plus à point. Plus que jamais, l'Union européenne a besoin d'opérationnaliser la boussole stratégique et on doit encore voir si cette horizon de 2040 n'est pas trop éloignée. On doit également évaluer la focalité de nos objectifs. L'agression de l'Ukraine par les Russes pose une menace pour le reste du monde. On l'a déjà répété plus d'une fois, l'OTAN est un partenaire de sécurité et de sûreté fort. Et pourtant, au sein de l'Alliance nord-atlantique, des incertitudes se font jour. Nous devrions nous renforcer les uns des autres pour répondre à ces questions qui exige des réponses très complexes, une approche multidisciplinaire, la défense n'étant qu'une composante de cette approche, même si cette composante est cruciale. Nous sommes en situation de crise et c'est précisément en ces situations de crise que la force, la détermination et la résilience des individus, des pays, des organisations peuvent être démontrés. Les défis d'aujourd'hui, indubitablement, sont riches en opportunités de même ampleur. Ne jamais passer la belle opportunité d'une bonne crise, dit-on. L'Union et les États membres se mettent à la tâche, mais comment? Comment assurer la nécessaire interopérabilité, la planification harmonisée, la fourniture d'équipements et de munitions, assurer les couloirs d'approvisionnement. Avons-nous suffisamment de ressources humaines, de savoir-faire pour relever ces défis et comment faire évoluer les relations entre les partenaires de l'OTAN? Autant de questions qui appellent une réponse de notre part. Je suis extrêmement impatient d'entendre les points de vue qui seront défendus par nos trois orateurs invités. Un fameux aréopage. Nous avons donc invité pour cette session trois experts du domaine de la défense. Tout d'abord, Madame Nathalie Loiseau, qui préside le sous-comité sécurité-défense du Parlement européen. Est présent également le général Robert Briguer, ainsi que l'amiral Michel Hoffmann, notre chef de la défense en Belgique. Si vous souhaitez prendre la parole durant le débat, le modus operandi demeure le même que ce matin. Vous pouvez enregistrer vos demandes de parole en suivant les instructions qui vous ont été données par ma collègue Elsvanov. Sans plus attendre, je cède la parole à Madame Nathalie Loiseau, qui va nous parler en sa qualité de présidente de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen. Madame Loiseau, à vous. Monsieur le Président, cher Peter Boysroge, vous l'avez dit, il ne pourrait pas y avoir un moment plus approprié pour avoir cette discussion que la période que nous traversons. Ceux qui avaient l'intuition de la nécessité d'une sorte de livre blanc sur la défense européenne, d'une boussole stratégique, n'avaient pas forcément l'intuition qu'il y aurait une guerre d'agression russe en Ukraine. Mais cette boussole est venue à point nommé, et il y a déjà une urgence, c'est celle de la mettre en œuvre complètement pour ne pas nous contenter de discours et de textes, mais pour que la défense européenne puisse vraiment progresser de manière concrète et active. La guerre en Ukraine est évidemment au centre de nos préoccupations et elle doit nous conduire, nous, Européens, à agir plus vite et plus fort pour la défense européenne, pour l'aide à l'Ukraine, mais aussi dans un contexte où nous voyons des États-Unis de plus en plus isolationnistes, quelle que soit la couleur politique de leur président, et le risque est qu'en novembre prochain,
nous ayons encore davantage d'incertitudes sur ce plan, ou peut-être la certitude que les États-Unis ont envie de tourner le dos à la priorité européenne. Ce que nous voyons aussi, c'est une attitude systématiquement agressive de la part de la plupart des régimes autoritaires à travers le globe, et nous assistons à un retour en vogue de l'impérialisme. Nous qui, Européens, avions été vaccinés contre ces méfaits, nous avons du mal à comprendre que certains pays sur la planète vivent dans la nostalgie d'un passé fantasmé et pensent qu'on peut remplacer la force du droit par le droit du plus fort. Et nous-mêmes, en Europe, nous sommes la cible d'une guerre hybride. Nous qui ne sommes en guerre avec personne, d'autres ne reculent devant rien pour nous faire une forme de guerre sous le radar. Cette guerre qui passe par les ingérences, qui passe par la manipulation de l'information, par les attaques contre nos infrastructures critiques. Cette guerre a déjà commencé. La Russie en est le principal acteur, mais pas le seul. La guerre hybride est aujourd'hui une réalité et plus une hypothèse, et c'est une autre forme de guerre, mais une guerre tout de même. La manipulation, en particulier la manipulation russe, est devenue une arme de destruction massive de nos démocraties. Cette manipulation atteint même notre Parlement européen, où je suis élue, et elle menace les élections européennes à venir de juin prochain. Il y a quelques semaines, nous avons voté une résolution au Parlement européen qui sonnait l'alerte sur l'ingérence russe dans notre hémicycle, avec des soupçons, des enquêtes qui montrent que cette ingérence n'a jamais cessé et qu'elle se renouvelle. Le Kremlin le dit lui-même, son objectif est de créer un système d'allégeance et de dépendance de certains politiques ou de certains partis politiques qui agissent comme des amplificateurs de sa propagande. Plus récemment encore, nous avons appris qu'un certain nombre de députés européens, j'en fais partie, ou de membres du personnel du Parlement européen, ont vu leur téléphone infecté par des logiciels espions, en l'occurrence Pegasus. Le nombre d'utilisateurs de Pegasus à travers le monde rend impossible la désignation d'une origine ou d'un coupable, mais il nous alerte sur le fait que nous sommes des cibles, que contrairement à ce que disent certains, ce que nous faisons, ce que nous pensons, les positions que nous prenons, pose question et pose problème à un certain nombre de régimes qui n'hésitent pas à avoir des attitudes inamicales vis-à-vis de la démocratie européenne. En tant qu'Européens, il nous revient donc de renforcer notre rôle, non plus de consommateur de sécurité, mais de fournisseur de sécurité pour notre propre continent et pour nos partenaires. Je voudrais me limiter, parce que le temps est lui-même compté, à quelques priorités immédiates, et vous ne serez évidemment pas surpris que je commence par l'Ukraine. Nous devons absolument faire plus, mieux et plus vite pour aider l'Ukraine à défaire la Russie. Ce n'est pas la peine de chercher d'autres mots. Notre intérêt, autant que celui de l'Ukraine, la sécurité de l'Europe passe par une défaite de la Russie, et pour y parvenir, nous devons être capables d'être résilients et de tenir dans la durée. Alors oui, nous avons fait déjà beaucoup, en tout cas beaucoup plus que ce dont nous avions l'habitude. Nous nous étions installés comme des rentiers de la paix depuis l'écroulement du mur de Berlin, depuis la fin de l'Union soviétique. Nous étions confortablement installés dans ce qui nous paraissait être une forme de fin de l'histoire. Heureusement, nous nous sommes réveillés. Heureusement, nous avons agi. Mais il n'y aurait rien de pire au moment où nous parlons que l'autosatisfaction. Il nous faut faire plus, à la fois pour l'Ukraine
et pour notre propre défense. La volonté politique, nous l'entendons dans les discours, c'est une bonne chose, mais entre la volonté politique exprimée et celle qui se traduit dans la réalité, il y a évidemment un défi à surmonter qui est le défi du financement. On dit que l'argent est le nerf de la guerre et nous n'avons pas encore surmonté ce défi. Comment financer les ambitions qui sont les nôtres pour l'aide à l'Ukraine et pour le renforcement de nos capacités militaires européennes? Nos budgets sont contraints et les industriels nous le disent, ils produiront autant et aussi vite que nous leur passerons des commandes. Sachant cela, nous ne devons rien nous interdire. Kaja Kallas a parlé de la mise en place d'un fonds de 100 milliards sur la base d'obligations européennes. Écoutons-la et écoutons-la sans tarder. La Banque européenne d'investissement ne peut pas intervenir dans le secteur de la défense parce que les États membres ne lui ont pas donné le mandat de le faire. S'ils ne le font pas maintenant, quand le feront-ils? Le sujet, il est pour aujourd'hui. La taxonomie que nous avons mise en place, environnementale, sociale, a des vertus, mais elle a un énorme désavantage, c'est qu'elle dissuade les institutions financières de financer la défense. Alors clarifions les choses et disons-leur que nous souhaitons une exception stratégique au moment où la guerre est revenue sur le sol européen. Et si nous devons réformer la Facilité européenne pour la paix, alors faisons-le aussi sans tarder, mais sans illusion, tant qu'il n'y a pas derrière des montants financiers substantiels. Tout cela ne ressemble qu'à un exercice intellectuel, certes intéressant, mais qui ne correspond pas à l'urgence du moment. Nous avons les moyens de relever ces défis. Nous sommes un continent particulièrement riche. Simplement, jusqu'à maintenant, nous ne nous sommes pas donné les moyens de surmonter ces défis. C'est le moment de le faire. Nous avons réussi à être le continent au monde le mieux protégé contre un virus, la Covid. Tant mieux. Soyons le continent au monde le mieux protégé contre une menace existentielle sur sa sécurité. Si nous l'avons fait pour une maladie, faisons-le pour nos enfants et pour l'avenir de la paix et de la sécurité en Europe. Alors oui, nous avons mis en place des instruments qui sont sans précédent pour acheter des armes et des munitions en commun, pour les produire plus vite. Et c'est un changement au sein de l'Union européenne. Mais dire pas ASAP, ce ne sont pas des objectifs en soi. Ce sont des premières petites briques d'un édifice qui doit nécessairement être très vite beaucoup plus vaste. Nous attendons demain la présentation par la Commission européenne de sa stratégie pour l'investissement de défense en Europe et d'un programme pour l'investissement de défense. Cette annonce est la bienvenue, même si elle est tardive, qu'elle a été reportée à de multiples reprises, en dépit du fait que nous sommes depuis 2 ans face à une guerre d'agression sur le sol européen. Donc j'applaudis à l'avance cette présentation, mais je m'interroge et je vous interroge. Tant qu'il n'y a pas, à côté de cette communication, donc à côté de mots certainement tout à fait valables, un texte législatif en état d'être voté et des moyens financiers en état de mettre en œuvre ces ambitions, ça ne reste que des paroles. Et l'Union européenne a prononcé assez de paroles, maintenant elle doit passer aux actes. Mais ayons conscience que l'instabilité du monde ne se limite pas, et de loin, à l'Ukraine. La Russie elle-même ne se contente pas d'agresser l'Ukraine. Avec ses alliés, elle veille à déstabiliser le reste du monde. Nous l'avons vu au Sahel, au détriment de la sécurité, au détriment des populations locales, au détriment de la lutte contre le terrorisme. Les seuls qui peuvent se féliciter, ce sont les prédateurs en Afrique, qui sont certains de garder le pouvoir grâce à des milices qui s'appelaient Wagner aujourd'hui, qui s'appellent Afrika Korps aujourd'hui. La démocratie a perdu, la paix a perdu, et nous avons été, disons-le, mis dehors. Ce qui fait que ceux qui voudraient encore laisser quelques traces d'opérations ou de missions de l'Union européenne au Sahel manquent, de mon point de vue, un peu de dignité
et un peu de respect pour les populations sahéliennes. Elles ont laissé faire des coups d'État, peut-être n'étaient-elles pas en état de les empêcher, mais je connais et je respecte suffisamment les populations sahéliennes pour savoir qu'elles voudront retrouver la liberté et la sécurité. Et qu'à ce moment-là, nous devrons être là, mais pas quand des juntes confisquent le pouvoir à leur seul profit. Quand on me dit que nous ne pouvons pas laisser le vide, la Chine, la Russie et d'autres acteurs étaient déjà présents au Sahel alors que nous étions là. Et nous n'avons pas empêché leur action et leur déstabilisation. Ailleurs, c'est aussi encore en Afrique. Notre sous-commission s'est rendue à Djibouti, s'est rendue en Somalie, a vu à la fois le travail de qualité qui a été fait pour lutter contre la piraterie dans l'océan Indien, mais aujourd'hui, cette piraterie revient. Et un nouveau défi se présente à nous avec la situation en mer Rouge, les Houthis étant soutenus par l'Iran, allié de la Russie. Heureusement, nous avons lancé une nouvelle opération et je salue ceux qui ont travaillé à ce que cette opération se déploie rapidement et puisse déjà protéger la liberté de circulation en mer Rouge. Nous en voyons les premiers effets. C'est notre intérêt immédiat compte tenu de l'importance du commerce qui vient vers l'Europe par cette route. Et plus largement, la protection de la liberté de circulation et de navigation est importante pour nous. L'aide aux pays côtiers pour qu'ils arrêtent de faire face à des trafics qui empêchent leur développement doit également être poursuivie. Tout cela n'est, je dirais, qu'un début. Alors veillons à ne pas avoir trop d'appétit ou des ambitions que nous ne serions pas capables de traduire dans la réalité. Mais ce que nous faisons dans le Golfe Guinée, ce que nous pouvons faire comme présence maritime coordonnée en Asie, dans l'Indo-Pacifique, relève de la même logique. La liberté de navigation est une condition indispensable à la prospérité, à la stabilité et à la paix en Europe. Mais face aux ingérences, il nous revient aussi d'agir bien davantage au sein même de l'Union européenne et auprès de nos alliés. Je parle de nos partenaires. J'étais il y a quelques jours en Arménie. Ce pays continue à être menacé à la fois par un Azerbaïdjan irrédentiste, allié de plusieurs pays, Turquie et Pakistan, dont on attend, mais j'ai entendu des propos plutôt positifs du président Erdogan, qu'il travaille à la paix plutôt qu'à réarmer l'Azerbaïdjan, qui ne manque pas d'armes ni de moyens. Ce pays fait l'objet aujourd'hui de tentatives de déstabilisation de la part de la Russie, qui devrait nous alerter tous et nous donner tous pour ambition de défendre une démocratie de plus attaquée pour ce qu'elle est. Un pays démocratique qui fait des réformes, qui lutte contre la corruption et qui regarde de plus en plus vers nous. Ce pays attend beaucoup de nous, nous ne devons pas le décevoir. Même chose pour la Moldavie, encore un pays qui fait l'objet de tentatives de déstabilisation. Nous devons, sur la guerre hybride, apprendre à mieux nous protéger et apprendre à mieux protéger et à mieux coopérer avec nos partenaires, puisqu'à chaque fois, la même histoire se reproduit, celle qui avait commencé en réalité en Ukraine en 2014. Et nous avons vu comment cela s'est terminé. Je suis heureuse que nous ayons cette possibilité, entre Parlement européen et Parlements nationaux, d'échanger sur l'état des lieux et la nécessité qui est la nôtre de renforcer la pertinence et la crédibilité de la défense européenne. Non pas contre l'OTAN, je crois qu'aujourd'hui tout le monde le comprend, en complémentarité avec l'OTAN, et aussi sans avoir honte de parler d'autonomie, le jour où, à chaque fois que les États-Unis ne partagent pas les mêmes urgences que nous, et je ne leur fais pas reproche, ils n'ont pas notre géographie, nous devons être capables aujourd'hui de faire en sorte que nous prenions notre destin en main avec nos alliés à chaque fois que c'est possible et de manière autonome à chaque fois que ce sera nécessaire et sans doute de plus en plus. Merci beaucoup, Madame Loiseau. The next speaker is an applause. The next speaker is General. La parole est à présent au général Robert Brigger, président du comité militaire de l'Union européenne. Général, vous avez la parole. Merci.
Mesdames et messieurs, pour commencer, une question. Comment améliorer le poids de l'Union européenne et comment mettre l'accent sur la force et la résilience de notre organisation aujourd'hui, demain et à l'avenir? À présent, j'aimerais apporter mon point de vue militaire à ce débat, mais je puis vous rassurer, je ne parlerai pas des batailles du passé et des leçons qu'on peut en tirer. Néanmoins, mon intention est de vous donner une première vue d'ensemble de la situation de sécurité devant laquelle nous sommes en tant que président du comité militaire de l'Union européenne. Dans la deuxième partie de mon intervention, je mettrai l'accent sur mes trois principales priorités actuelles et leurs implications militaires. Sur cette base, je soulignerai la nécessité de tenir compte du nouvel environnement stratégique pour donner quelques exemples pratiques permettant d'améliorer la résilience de l'Union européenne. Encore une remarque liminaire, s'il vous plaît. Veuillez considérer ma contribution comme matière à réflexion qui pourra peut-être lancer un débat. D'abord, pour voir quelles sont les circonstances aujourd'hui, d'abord un coup d'œil dans le rétroviseur. C'est en 2014 que le régime russe attaquait l'Ukraine, en l'occurrence la péninsule de Crimée. En même temps, les États-Unis d'Amérique avaient, ou plutôt s'étaient réorientés vers l'Indo-Pacifique dans le cadre de la politique de rééquilibrage. La fin de la mission en Afghanistan en 2021 annonçait le redéploiement de l'OTAN, le monde unipolaire et le rôle des États-Unis en tant que gardien du système occidental. En même temps, la confrontation économique et politique entre les États-Unis et la Chine va croissant avec un impact sur nous-mêmes. Qui plus est, nous avons pu observer une variété de coups d'État et de changements en Afrique depuis 2020-2021, et en particulier dans la région du Sahel, de pair avec une implication toujours plus évidente d'États tiers utilisant pleinement la boîte à outils hybride. En février 2022, le régime russe a attaqué l'Ukraine, ce qui marque un véritable mouvement tectonique en matière de géopolitique, d'économie et d'ordre basé sur les règles. Permettez que je mentionne ceci. Même si nous ne croyons pas que Poutine mettrait en question cet ordre mondial et mettre en sécurité la paix, la liberté et la sécurité, nous sommes engagés en tant qu'États membres de l'Union européenne à agir. Et donc, nous avons, de façon surprenante, serré les rangs, et ce qui nous a permis de démontrer cette force et cette unité, eh bien, c'est que nous avons créé un cadre stratégique à l'avance. La perception de l'Union européenne s'est manifestée par la création de la boussole stratégique en mars 2022, l'accent étant mis sur une possibilité d'agir pour aider notre niveau accru d'ambition sur la base d'une analyse claire de la situation. Il ne s'agit pas que de Poutine ou de l'Ukraine. À partir de ce moment-là, le document établit notre cap stratégique en matière de sécurité et en défense en reprenant toute une série d'actions à mettre en œuvre. La nouvelle valeur ajoutée de ce document est qu'il analyse un environnement hostile dans une approche à 360 degrés. En même temps, il tente d'apporter davantage de cohérence et davantage de pugnacité dans le cadre de l'action de l'Union européenne, toujours bien sûr sur la base de la réalité. Il y a plusieurs
priorités stratégiques à court terme qui requièrent notre attention immédiate, pas seulement vue sur l'angle militaire. Pourquoi? Car en tenant compte des priorités, nous pouvons identifier le besoin d'agir pour améliorer notre résilience. La première priorité, la plus urgente, c'est la mer Rouge. Les attaques par les Houthis sur le trafic maritime ont eu un impact important sur l'économie européenne, mais il y a aussi un environnement stratégique détérioré. Ceci est inacceptable. Comme le dit la boussole stratégique, l'Union européenne a un intérêt vital dans la liberté de navigation et devrait donc coordonner sa présence maritime. C'est pourquoi l'Union européenne, il y a peu, a lancé l'opération Aspides pour réagir aux attaques des Houthis. On y réaffirme une contribution à la sécurité maritime en mer Rouge, mais c'est un tournant dans la capacité à agir militaire de l'Union européenne. Pour la première fois, les forces armées de l'UE sont déployées dans un environnement non permissif. Ceci comporte un plus grand risque et la nouvelle qualité de défi pour nos soldats, mais aussi pour les dirigeants politiques à Bruxelles. Ceci débouche sur la nécessité d'avoir une nouvelle qualité de coopération entre les militaires et les politiques dans ce nouvel environnement. Et donc, le militaire et le politique arriveront à accomplir cet objectif. Ensuite, notre frontière orientale, dont l'Ukraine, bien sûr. Le résultat d'une guerre ou d'un conflit n'est jamais prévisible, mais on peut supposer qu'aucune des parties ne pourra rapidement remporter cette guerre. Il s'agit ici d'améliorer l'industrie européenne de la défense. Je voudrais être clair. Il ne s'agit pas de savoir combien d'argent on dépense, mais comment on investit pour en arriver à une victoire de l'Ukraine. Le souhait politique d'agir le temps qu'il faudra doit se transformer en une volonté politique basée sur une stratégie politique unifiée. C'est un effort à long terme qui demande un leadership politique. Troisième priorité, le Sahel. L'instabilité, les crises humanitaires et les récents coups d'État ont créé un énorme potentiel de crise de conflit dans la région. En même temps, il nous faut reconnaître que l'Union européenne, pour l'instant, est coincée dans un état de stagnation stratégique. Il faut trouver maintenant des solutions stratégiques pour être pertinents en Afrique et dans la région du Sahel. J'aimerais souligner que ces trois priorités complexes partagent une chose en commun. L'Union européenne doit renforcer sa résilience en réanalysant sa stratégie et en améliorant ses capacités à agir sur le plan militaire. En même temps, ces trois priorités exigent des amendements stratégiques importants. Si nous visualisons la priorité numéro 1, la mer Rouge, nous voyons rapidement qu'une organisation résiliente doit être capable d'améliorer la structure de collecte du renseignement. Il faut évaluer sans cesse la situation pour évaluer au mieux les décisions de déploiement des troupes et donc les systèmes de commandement et de contrôle. Il faut une structure souple qui peut s'adapter à tout type de scénario, des forces crédibles. Il faut donc un ensemble de forces de terrain et de réserve et toujours utiliser donc un engagement unique des forces. Une logistique stable, c'est essentiel à tout moment d'une opération, à savoir la formation, l'expertise, l'infrastructure, le transport, le volet administratif. Cette fonction est partie intégrante de tous nos efforts. Conduire une opération militaire dans un environnement à risque. Pour ce qui est de l'Ukraine, de nombreuses nécessités d'amendements sont nécessaires.
Il faut augmenter les capacités en matière d'infrastructures, de capacités militaires pour la production et l'entretien de munitions. Il faut des dépenses en matière de défense harmonisées. Ceci pour avoir des systèmes disponibles en temps voulu. Autonomie stratégique pour être une véritable union de la défense, mais il faut être capable d'être un partenaire, mais aussi d'agir de façon autonome. Afrique et Sahel, là aussi, nous devons nous adapter. Il faut une direction politique claire, une solidarité européenne dans la région pour ne pas perdre l'Afrique. Et nous devons pouvoir nous opposer à la Russie et à la Chine. Une approche intégrée sur le plan géographique, éthique, religieux. Il faut tenir compte des différences en Afrique. Une approche globale doit tenir compte de la complexité des conflits, populations et défis. Ce faisant, l'interaction des volets militaires et civils est essentielle. L'Union européenne peut déployer jusqu'à 5000 militaires pour réagir en temps de situation de crise. Je reviens sur ma question liminaire. De quelle façon peut-on renforcer l'Union européenne et sa résilience? J'en arrive à l'essence de mon intervention. On pourra le faire en ce compris pour ce qui est d'une coopération accrue entre politique et défense. Ce n'est que, je le répète en faisant cela, que nous pourrons demeurer un acteur mondial et résilient important. Merci. Thank you, General. And now the Merci, Général. La parole est à l'amiral Michel Hoffmann, chef d'état-major belge. Merci. C'est un honneur pour moi, mesdames et messieurs, de prendre la parole devant vous aujourd'hui et d'attribuer quelque chose aux discussions sur la PESC et la PSDC. Je le ferai vu sous l'angle belge, bien sûr. D'abord, je commence par souligner le rôle essentiel de nos institutions démocratiques, tant au niveau européen que national. Le Parlement européen et nos parlements nationaux sont véritablement la colonne vertébrale de nos démocraties et réaffirment les valeurs essentielles de nos sociétés et encouragent un rapport entre citoyens et leadership politique. Aujourd'hui, face aux complexités d'un paysage géopolitique changeant, il est important de reconnaître le rôle de nos dirigeants politiques pour faire face aux défis qui menacent nos valeurs et intérêts fondamentaux. C'est exactement ce dont il s'agit maintenant. Lors de l'invasion de l'Ukraine il y a 2 ans, en tant que pays occidentaux, nous avons eu un véritable électrochoc et ceci a été clairement compris sur le plan politique et militaire lors de la conférence de sécurité de Munich, mais aussi à Kiev, lors de cette réunion où on marquait 2 ans de guerre. On peut interpréter ces messages comme étant un appel à des budgets supplémentaires pour la défense. Beaucoup le reconnaissent, mais j'aimerais vous inviter à le lire pour un appel à davantage de préparation. Préparons-nous en effet nos forces armées et notre société et soyons prêts en temps de paix tant que cela est possible. Et selon moi, une extraordinaire opportunité s'offre ici à l'Union européenne. Le monde autour de nous change à une vitesse sans précédent et ceci débouche sur des défis qui exigent une approche cohérente et unifiée. Ici, le soutien et l'engagement des gouvernements, de la société civile, de l'industrie, mais aussi de tous les citoyens sont les éléments indispensables dans un effort concerté et durable pour garantir notre mode de vie. Nous préparer
à un avenir imprévisible, ce n'est pas seulement quelque chose qui est réservé à nos militaires ou à nos agences de renseignement. Cela va au-delà de l'ensemble des pouvoirs publics. Il faut aller au-delà. On a besoin de l'ensemble de la société ici. Au cœur de nos débats aujourd'hui, on trouve le dilemme qu'on connaît en Belgique, mais aussi dans d'autres États membres de l'Union européenne. Ce dilemme, c'est utiliser la boussole stratégique de l'Union européenne entre le soutien à l'Ukraine et les autres défis auxquels nous devons faire face. Ceci rend bien compte de la nature compliquée du paysage de sécurité. Il faut une dissuasion crédible, mais aussi une résilience inébranlable. Pour commencer, le concept de dissuasion crédible est une véritable pierre angulaire de notre stratégie. Pour le réaliser, nous devons augmenter notre préparation à tous les niveaux. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer la capacité de nos forces de défense, mais aussi faire en sorte qu'elles soient modernisées et adéquatement formées. Être préparé et le démontrant à nos adversaires est la meilleure façon de créer l'effet désiré qui est la dissuasion. La dissuasion ne sera crédible que si nous avons des forces militaires robustes et capables, équipées, interopérables, et si nous faisons preuve de notre capacité à déployer et à maintenir ces forces partout sur notre continent ou ailleurs. Vu sous l'angle militaire, nous devons donc mettre l'accent sur deux aspects. D'abord, il faut cibler la préparation des forces par le biais d'investissements stratégiques dans les équipements et technologies modernes. Il faut aussi améliorer la formation de nos troupes par rapport à tous les défis qui pourraient les attendre, en ce compris dans un environnement de haute intensité. Deuxièmement, il faut cibler la mise sur pied d'une résilience au sein de nos forces armées pour maintenir une efficacité opérationnelle face à des menaces qui évoluent et une durabilité par le biais d'une logistique forte et de systèmes de soutien. Dans ce contexte, la boussole stratégique de l'Union européenne est de la première importance. Elle offre un cadre global au sein duquel nous pouvons aligner nos efforts, faisant en sorte qu'il y ait cohérence et synergie tout au travers de nos initiatives de défense. Agir, s'engager, être en partenariat et investir ne sont pas des mots creux. Il ne faut pas insister non plus sur la complémentarité entre la boussole stratégique et les plans de l'OTAN, ce qu'on appelle les plans DDA. La coopération OTAN-UE doit en effet déboucher sur une complémentarité et éviter tout double emploi. Un objectif très tangible de la boussole stratégique est que la capacité de déploiement rapide de l'Union européenne soit rapidement mise sur pied. Il faut l'utiliser dans tous les domaines, sur terre, dans l'air et en mer, mais aussi dans les domaines du cyberespace et de l'espace. Pour moi, Aspidest a été une possibilité de tester notre détermination, même si elle ne correspondait pas au scénario opérationnel dont nous avons parlé. C'est un important exemple de la façon dont l'Union européenne peut protéger ses intérêts vitaux. Soyons fiers de ce que cette opération a été récemment lancée. Reconnaissons cependant, je serai peut-être un peu plus critique ici, qu'il a fallu trop de temps pour décider de déployer des bâtiments de guerre européens sur le théâtre des opérations. Il reste du travail à faire si on veut que l'Union européenne soit considérée comme un partenaire sérieux et fiable. Et il s'agira également de faire preuve de notre capacité à poursuivre ces efforts dans le temps. La situation en mer Rouge, dans le golfe d'Aden, l'exige. Développer une résilience dans le domaine maritime est un objectif important, bien sûr. Avec nos économies ouvertes, notre dépendance sur les lignes maritimes de communication
avec les vastes frontières maritimes de l'Union européenne, garantir la sécurité maritime est essentiel. Améliorer notre résilience dans le domaine maritime exige un investissement en technologie et stratégie qui améliore notre possibilité de surveiller et de protéger notre domaine maritime sur et sous l'eau. Vous comprendrez qu'améliorer la résilience n'est pas que la seule responsabilité du militaire. C'est une responsabilité collective où la coopération entre le militaire et le civil offre d'énormes possibilités et multiplie les effets et l'efficacité de nos efforts. Mais ceci est également nécessaire dans d'autres domaines. Il nous faut améliorer notre résilience par rapport aux menaces hybrides en étant capable de mieux les contrecarrer. Il faut ici mieux partager les renseignements qu'obtiennent nos agences et cette menace hybride a un rapport direct avec la cybersécurité. Il s'agit de maintenir en état nos réseaux d'infrastructures et d'informations numériques. On a parlé durant le séminaire double usage organisé par la présidence belge la semaine dernière à Gand. Le cyber est partout et donc c'est essentiel en matière de coopération civile-militaire. J'en arrive à un autre sujet où cette coopération est de la première importance, la mobilité militaire. Autrement dit, il s'agit de permettre un mouvement rapide de troupes et d'équipements au-delà des frontières en utilisant une infrastructure routière et ferroviaire permettant de réagir rapidement et efficacement. Un domaine typique où l'Union européenne et l'OTAN peuvent et doivent coopérer davantage. L'Union européenne dispose d'outils financiers, juridiques et institutionnels à l'avantage de la mobilité militaire et peut faciliter la réalisation des plans régionaux de l'OTAN. Je ne pense pas qu'on pourrait trouver d'exemples gagnant-gagnant plus parlants dans ce domaine en tout cas. Pour s'attaquer à tous ces défis, nous devons renforcer la base technologique et industrielle de défense de l'UE. Non seulement ceci offrira des économies d'échelle, mais il y aura davantage d'options. Et vu sous cet angle, je crois que la prochaine commission devrait étendre son soutien et ses incitants pour renforcer notre base industrielle en la matière. J'attends avec intérêt la European Defence Industry Strategy, EDIS, que la Commission publiera bientôt. Une coopération réussie en la matière donnera des perspectives à long terme pour l'interopérabilité et améliorera une culture stratégique commune. Et pour ce qui est de la mobilité militaire, tout accroissement des capacités militaires dans chaque État membre est aussi au bénéfice de l'OTAN. Le rôle potentiel de la BEI pour ce qui est de lever des fonds en matière de défense mérite qu'on s'y attarde. Les défis de sécurité actuels pourraient nous contraindre à aller au-delà du double usage et aussi à financer des initiatives purement militaires. Vous savez, parfois, l'époque demande des mesures exceptionnelles et je crois que notre époque l'illustre bien. La semaine dernière, Ursula von der Leyen a demandé à l'Europe de dépenser plus, mieux et européen. Ceci souligne l'urgence de notre tâche. Il nous faudra en effet dépenser plus davantage pour combler nos lacunes en matière de stock de munitions, pièces de rechange. Il faut dépenser mieux pour améliorer notre interopérabilité et créer des synergies. Et il faudra dépenser européen, même si pour certains équipements de pointe, nous devrons pouvoir compter sur nos alliés aux États-Unis. Ce que disait Mme von der Leyen met en évidence le besoin d'action collective dans des domaines comme l'acquisition commune d'équipements militaires, une stratégie européenne pour l'industrie de la défense et la possible implication de la BEI. En tant que militaire, nous avons une façon d'aller de l'avant. Souvent, ceci a été bien compris et en Belgique, on le sait depuis des décennies.
La coopération internationale est une politique que suit la défense belge depuis bien longtemps. La coopération ou intégration entre les marines belges et néerlandaises est une réalité depuis bien des années. Elle se retrouve dans d'autres domaines, comme les partenariats stratégiques entre les armées belges et françaises dans le domaine terrestre. La création d'un commandement du transport aérien en est un exemple. Ou bien celle à Eindhoven, où nous avons une unité de transport qui joue son rôle. D'autres pays suivent cet exemple. Heureusement, il y a un corps germano-néerlandais qui est la forme d'intégration la plus avancée d'armée en Europe de l'Ouest. Je suis convaincu que les États scandinaves et baltes pourront certainement s'y associer. Je vous assure que la souveraineté n'a jamais été un obstacle au développement de ces initiatives. Ces exemples démontrent les avantages de la mise en commun de nos ressources et de nos compétences pour en arriver à davantage d'efficacité opérationnelle. Ceci démontre notre capacité à surmonter des réflexes nationaux, voire européens. Et j'ai choisi l'Union européenne, l'OTAN et les initiatives multilatérales impliquant des États membres et des pays tiers. Car en bout de course, nous avons tous le même objectif, améliorer la sécurité des citoyens en Europe. Et une dose de pragmatisme belge et de volonté de coopération pourrait peut-être être utile et même servir d'inspiration à d'autres. Pour aller de l'avant, il est essentiel de reconnaître le rôle essentiel joué par différentes directions générales au sein de la Commission européenne. Des entités comme la DG Move, la DG Connect, la DG Tax Sud jouent un rôle pour assurer la coordination sans heurts d'effort et la mise en œuvre d'initiatives essentielles. Et j'ai une simple demande à vous adresser, c'est réduire et simplifier la bureaucratie. Pour conclure, je souhaite souligner que la coopération, ce n'est pas seulement un choix stratégique, c'est un impératif. C'est un problème d'attitude. Nous devons aller au-delà des limites traditionnelles et conclure de nouveaux partenariats. La coopération doit être vue dans le sens le plus large du terme, en ce compris la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne, entre entités civiles et militaires et entre pays européens, en adoptant une approche globale impliquant l'ensemble de la société. Nous pouvons mettre en commun la force collective de nos sociétés pour faire face aux défis qui nous attendent. Construisons un avenir où notre résilience sera inébranlable, notre dissuasion crédible et notre engagement en faveur des valeurs de paix et de sécurité est ferme. Merci. Less bureaucracy. Moins de bureaucratie, j'adore. Amiral. À vous la parole, mesdames et messieurs. Nous avons déjà compilé une longue liste de demandes de parole. Vous savez que vous ne disposez que de 90 secondes, n'est-ce pas? Je veillerai avec le plus grand sérieux au respect du temps imparti. Il va sans dire que les remarques ne manquent pas, les questions ne manquent pas. On va commencer en donnant la parole à Monsieur André Flao. Membre parlementaire de la Belgique, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, la réflexion que je viens d'entendre, je la partage, bien entendu, Amiral. Nous, on a effectivement posé une série d'actes concrets pour aller dans le bon sens, puisque l'analyse et le constat que l'on fait, et ce que vous dites, on l'a déjà entendu il y a de très nombreuses années. Heureusement, des choses avancent. Elles avancent trop lentement, sans doute à cause d'une certaine bureaucratie. Et aussi, comment vais-je dire, mais l'idée, par exemple, de la ligne budgétaire européenne pour la défense, c'était une idée il y a longtemps défendue. Mais cette situation aujourd'hui, elle évolue dans un contexte totalement différent, contexte géopolitique nouveau de déséquilibre. L'Occident a perdu ou perd son leadership et a peut-être perdu ce leadership à cause de notre attitude. C'est notamment le cas à l'égard de l'Afrique. Et j'ai entendu, Général, que vous avez dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas perdre l'Afrique. Je crois que la formule n'est pas nécessairement très heureuse, parce que finalement, aujourd'hui, si l'Afrique se désintéresse de l'Europe et considère que ce que nous faisons en Europe, ce n'est pas son problème, c'est par l'attitude que nous avons eue en certains endroits.
J'ai entendu qu'il faut faire bouger les choses, peut-être ne pas dépenser plus, mais dépenser mieux en mutualisant. Simplifier les procédures, même à l'intérieur de nos propres défenses nationales. Et ensuite, je crois qu'il y a un élément important, parce qu'il se posera à nous qui sommes des élus des parlements nationaux, quel choix allons-nous faire quand il faudra arbitrer entre l'augmentation des budgets pour la défense au détriment d'autres dépenses dans le secteur social, par exemple, parce que c'est ce choix que nous aurons à faire et c'est sur ce choix que nos citoyens nous jugeront. Thank you. Next speaker is from Hungary, Koloman Brenner. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, hommes et dames, tout d'abord, j'aimerais revenir sur les relations entre l'OTAN et l'Union européenne, et cela en insistant. Il est très important, me semble-t-il, que nous ne positionnons pas comme alternative l'un à l'autre, mais mettions en avant nos complémentarités. Et dans ce contexte, je salue l'adhésion à l'OTAN de nos amis suédois et finlandais. Ma communauté conservatrice a toujours soutenu cette adhésion. Je souhaitais le rappeler. Et je me joins aux propos du général Brigger qui, à multiples reprises, que en ces temps de mutation, c'est vrai que tout le monde a changé depuis la création de l'OTAN. Nous avons besoin de travailler à plus de collaboration entre le militaire et le civil. Et les priorités ont changé après cette longue période de paix en Europe. Il nous revient à tous et à toutes de renforcer les capacités de défense de notre communauté en allant peut-être de l'avant vers une armée commune en Europe. C'est en tout cas ce que je soutiens. Merci beaucoup. Christina Warzburg. Oui, merci, chers collègues. La boussole stratégique pour la sécurité et la défense est un document fondamental, une feuille de route qui nous amènera jusqu'à l'année 2030. Et c'est un instrument essentiel pour assurer notre sécurité en commun. Parmi les priorités autrichiennes dans la mise en œuvre de cette boussole, nous épinglons le rôle de l'Union européenne en tant que fournisseuse de sécurité via le renforcement de la capacité de gestion et des crises et des problèmes civils, y compris l'établissement d'une force de réaction rapide. Nous plaidons pour l'intégration de nos approches afin de gérer les crises et les conflits dans le souci de renforcer la coopération de l'Union européenne avec l'ONU et l'OSCE. Par ailleurs, nous aspirons un rôle de leader qui serait endossé par l'Union européenne pour le contrôle des armements et de la prolifération des armes. Nous nous sommes engagés dans la promotion et le renforcement des droits humains et du droit humanitaire, dans le respect de la résolution 1325 des Nations Unies. Il s'agit de renforcer les capacités en dehors des frontières de l'Union européenne et je pense notamment aux Balkans occidentaux. Il nous revient ensemble de concrétiser ces priorités pour assurer la priorité et la stabilité en Europe. L'Union européenne peut jouer un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la sécurité de par le monde et l'Autriche appuiera de manière déterminée tous ces efforts en ce sens. Merci. And now from Greece. Parole à la Grèce et à Stefanos Rigas. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il va sans dire que l'Union européenne devrait s'adapter au nouvel environnement stratégique. C'est un impératif. Pour revenir à la boussole stratégique, nous, en Union européenne, nous avons bien entendu le droit de protéger, de défendre nos intérêts. Ainsi,
Eu égard à la situation de sécurité et de sûreté dans la mer Rouge et son pourtour, nous sommes préoccupés par les attaques menées par les Houthis. Nous, fournisseurs de sécurité et pour la stabilité dans cette région, nous assumons pleinement notre rôle. Nous sommes même à la pointe de l'opération Aspides. Nous accueillons le QG de cette opération à Larissa. Nous avons mis à disposition une frégate dans le cadre de cette opération. C'est l'opportunité pour l'Union européenne d'augmenter sa visibilité à l'international et réitérer son rôle en tant que fournisseur de sécurité dans le cadre de l'opération Aspides. Enfin, non des moindres, il faut transmettre les messages au public de la région où se déroule Aspides, qui est une opération purement de paix pour garantir la liberté de navigation et ne poursuit aucun objectif offensif. Nous allons fermer la liste des demandes de parole. Michael Koposko a maintenant la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, la conversation des hauts rangs de l'armée allemande qui a été espionnée par les Russes devrait augmenter notre vigilance. Oui, les Russes nous écoutent avec la plus grande attention. Ne l'oublions pas. Ensuite, nous et nos armées avons des conversations de renforcement de nos capacités, des conversations qui auraient dû avoir lieu il y a bien longtemps. La livraison des missiles Taurus doit faire l'objet d'une décision immédiate et qui ne tombe pas dans une année ou deux. Nous nous lassons, non pas de la guerre, mais nous nous lassons des palabres, voire même des échauffourées vocaux parmi les partenaires, parmi nos partenaires français et allemands. Ils se cripe le chignon pour savoir qui livre le plus à l'Ukraine. On a déjà livré beaucoup à l'Ukraine, mais cela ne suffit pas, tout simplement. Plus doit être fait tout d'abord pour aider l'Ukraine, mais également pour assurer notre propre défense et renforcer la résilience de l'Union européenne. Nous saluons plusieurs initiatives dont le but est de renforcer les capacités de production de munitions en Europe, ainsi que l'importation de munitions en provenance de pays tiers. Les États-Unis sont là et seront encore là, quelle que soit la personnalité élue à la présidence, mais nous ne pouvons plus nous fier à la protection des États-Unis. En marchant dans la belle ville de Bruges, j'ai échangé des commentaires avec nos amis polonais. Voilà, la ville de Bruges a gardé toute sa beauté parce que vous n'avez jamais fait la douloureuse expérience de la présence de l'armée rouge. Donc faites tout ce que vous pouvez pour éviter que l'armée rouge ne marche dans vos rues à l'avenir. C'est mon message. Merci. Thank you. The next is from Romania. Bien, parole à Georgita Mindruta de Roumanie. Oui, merci beaucoup. La Roumanie restera fortement impliquée dans la consolidation de profil en matière de sécurité et de défense de l'Union européenne, qui doit être adaptée aux besoins spécifiques des États membres de l'Union européenne en synergie avec l'OTAN. L'engagement envers les relations transatlantiques et le renforcement, qui est une valeur ajoutée apportée par l'OTAN, est importante pour la Roumanie. Nous plaidons pour une intensification de la collaboration entre l'Union européenne et l'OTAN et une expansion du partenariat entre les organisations conformément aux dernières déclarations faites. Une défense en Europe dépend de capacité de défense, capacité à relever les défis et à répondre aux menaces. Et les financements pour apporter une assistance dans le cadre de la facilité européenne deviennent un outil très important dans nos efforts d'appui à l'Ukraine et à d'autres partenaires comme la Moldavie. La Moldavie reste grandement affectée par la guerre menée par la Russie en Ukraine. Ils sont même la cible des manipulations, ingérences, de ces guerres hybrides menées par la Russie. La Roumanie plaide en faveur d'une approche dimensionnable et
étape par étape en vue d'un alignement de nos engagements envers le renforcement du rôle de l'Union européenne en tant que fournisseur de sécurité dans le cadre de nos politiques étrangères de sécurité commune et de sécurité et de défense commune. En français. Nous sommes tous d'accord que dans le contexte actuel, nous devons augmenter la capacité de production de nos missiles, de nos munitions. Et je peux vous assurer que la France a triplé ses capacités de production en munitions et a réduit par 2 les délais de production de ses missiles, et nous faisons tous nos efforts. Je pense que dans cet esprit-là, nous ne pouvons que soutenir la proposition de la Première ministre estonienne Kaja Kallas d'un fonds de 100 milliards qui permettrait d'être un incentive pour nos entreprises pour investir plus dans leur capacité de production, consolider aussi leurs activités avec une ouverture aussi vers les pays du flanc oriental pour produire tous ensemble plus. Ma question porte sur les instruments ASAP, où en est-il, et CARD, qui est un instrument utile de planification à moyen terme. Ensuite, je voudrais ajouter que nous devons avoir des solutions justement pour assurer notre souveraineté européenne, anticiper et maîtriser nos interdépendances par le dérisking sur les composants, sur les matières premières, et enfin avoir des systèmes de défense interopérables avec l'OTAN. Et c'est pour ça que j'en appelle à renforcer le pilier européen de l'OTAN. Nous avons besoin de leadership en cela, d'unité, davantage d'unité et moins de rivalité pour engager davantage les États-Unis et nos autres partenaires. Et c'est à cette condition-là, notre souveraineté européenne et à la fois notre intégration dans l'OTAN, que nous arriverons à prendre en main notre destin en Europe et pour l'Europe. Je vous remercie. Merci. Next speaker is Pavel Fischer. Pavel Fischer de la République tchèque a maintenant la parole. Président, je vais parler en français. J'ai une question à Nathalie Loiseau à la fin de mon intervention. Nous avons parlé de l'industrie de l'armement et tous les intervenants ont touché là-dessus leur réflexion. Nous constatons que les volumes de production sont tels que nous avons besoin à ce que non seulement l'industrie se lance, mais aussi les banques commerciales suivent. Et souvent, nos banques, je parle de la République tchèque, sont sous la responsabilité de leurs maires qui siègent à l'extérieur de notre pays. Et là, nous voyons que pour des raisons de réglementation intérieure, les banques commerciales sont gérées par un esprit pacifique, souvent engluées dans un écologisme béat, dans lequel elles sont convaincues que plus on se retire de la défense, mieux ça sera. Néanmoins, sur le plan européen, nous voyons que la taxonomie est aujourd'hui déjà ouverte à accompagner l'industrie d'armement. Et ma question, c'est de savoir si le jour où la Banque européenne d'investissement ouvrira son concept, est-ce qu'on peut faire encore davantage sur le plan des parlements nationaux et sur le plan du Parlement européen? Parce que je crois que nous avons un urgent besoin de faire plus. Sinon, nous allons suffoquer notre potentiel d'industrie d'armement. Merci beaucoup. Merci. Next speaker is Gerard Crowell from Ireland. Parole à l'Irlande. Merci, Monsieur le Président. Ça fait chaud au cœur d'entendre de hauts rangs militaires parler de la coopération avec l'OTAN. Une récente étude a parlé des maillons faibles de l'Europe et de la défense en Europe en pointant du doigt l'Irlande, qui est mon pays. Cela m'a mis mal à l'aise. L'océan Atlantique, qui correspond à 1/10 de notre façade, voire même plus, a besoin de l'établissement d'une flotte transatlantique qui permettrait aux bâtiments de tous les services navals de patrouiller sur le front atlantique de la Norvège à l'Espagne et au Portugal, en plus des bords de la Méditerranée. On a besoin de coopération pour que nos bâtiments puissent mouiller dans tous les ports sans paperasserie. Quid de la cybersécurité?
97% de l'information passe par les câbles qui arrivent, qui mettent pied à terre en Irlande. Voici un point de faiblesse. Eu égard à la cybersécurité, j'appelle l'Union européenne à mettre en place des programmes de formation partout en Europe et dédiés à la cybersécurité. Des programmes de formation qui s'adressent à tous les citoyens et citoyennes européennes. Et bravo à l'Allemagne pour ces remarques. Parole au Danemark. J'aimerais rappeler l'approche de résilience en matière de politique de défense. Cette perspective plus large est très importante. Une chose est de réagir à une menace spécifique, une autre chose est d'éviter la menace et de maintenir la paix. Cette conférence est un exemple de l'efficacité de l'Union européenne dans ses efforts de maintien de la paix au-delà des frontières. Notre atout, c'est notre capacité au vivre ensemble au-delà des frontières pour rendre possible la paix et la stabilité. Mais j'appuie plutôt 2 fois qu'une la collaboration dans le domaine militaire et de la défense. La situation avec les États-Unis, les relations avec les États-Unis s'est fragilisée, mais ce qui nous occupe aujourd'hui est de définir le type de défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Il y a ces défis qui sont concrets, auxquels on peut répondre avec des moyens militaires, mais il y a d'autres types de conflits en lien avec la migration, le changement climatique, la déstabilisation de l'économie, cette guerre de l'information, les attaques sur les satellites, etc. Toutes ces choses pour lesquelles on a d'autres de besoins en ressources. Il est très important de parler de la stratégie relative à l'équipement à double usage, tout ce en quoi on investit peut avoir un double usage. Incluons les politiques agricoles, économiques, commerciales. Lorsque l'on parle de la déstabilisation de l'Afrique, il faut mieux comprendre les politiques culturelles, agricoles, économiques ont un impact sur ces relations. N'oublions pas le social non plus. L'approche européenne doit être unique dans sa compréhension de ce que peut être la défense. Nicolas Mazard. Monsieur le Président, éminent collègues élus, la boussole stratégique définit nos priorités communes et les lignes directrices concrètes dans le domaine de la sécurité et de la défense, et cela à un horizon de 5 à 10 ans. La Croatie salue les résultats obtenus 2 ans après le début de la mise en œuvre de cette boussole via la mise en œuvre des plans, les partenariats, des avancées significatives ont été réalisées dans le développement des capacités de défense, et cela tous azimuts. L'efficacité et l'efficience dans la mise en œuvre de cette boussole montrera notre capacité d'unité et de culture stratégique dans nos rangs et va contribuer à un positionnement plus fort de l'Union européenne. En tant qu'acteur de la sécurité, la Croatie s'est engagée dans la mise en œuvre de la boussole stratégique et notamment l'établissement de la capacité de déploiement rapide ainsi que l'amélioration de la mobilité militaire au niveau national, international. Avec l'OTAN notamment, nous soulignons l'importance de la mobilité militaire dans le cadre de la coopération avec l'OTAN. Nous avons besoin d'harmoniser nos normes, par exemple, ce qui améliorera la mobilité. Au vu des menaces hybrides et les nombreux exemples de désinformation vus récemment, on a besoin de plus de collaboration avec nos partenaires qui raisonnent de manière égale pour défendre l'ordre international fondé sur les règles. Nous saluons le développement des projets de coopération avec ces partenaires que sont l'OTAN, les États-Unis et d'autres partenaires clés. Je vous remercie de votre attention. Merci, Richard Goltz de la Lettonie. Oui, merci, Monsieur le Président.
Il est évident que la boussole stratégique nous est bien utile à évaluer le topo de la situation chaque année. Je pense que chaque année, nous allons revoir et les résultats glanés par cette boussole. Il y a donc les résultats glanés dans la dimension militaire, mais comme l'a dit mon collègue irlandais, il y a également d'autres domaines tout aussi importants de la stratégie qui ont besoin d'une mise en œuvre, comme le cyberespace, l'espace en règle générale, notamment au vu des dernières annonces russes où ils menacent de lancer une arme nucléaire depuis l'espace. Que faire? Comment réagir si cette éventualité se produit? Quelles sont nos positions, nos réserves en la matière? En plus, j'aimerais poser une question. J'ai entendu quelqu'un mentionner le Sahel, l'Afrique. Depuis des années, on demande que des sanctions soient prises à l'encontre de Wagner, considéré comme une organisation terroriste. Et le résultat, c'est que l'Europe quitte le Sahel et Wagner occupe la place pour déstabiliser l'ensemble de la région. En plus, il y a l'aide au développement qui reste présente au Sahel et qui devrait être également un instrument de la boussole stratégique. Comment l'Europe peut-elle exercer son influence de par le monde? Eh bien, c'est également via l'aide à la coopération. Je citerai l'exemple de la Suède. Récemment, avec l'ensemble de l'assistance au développement que vous avez déployé au Rwanda, pourquoi avez-vous été motivé par ce déploiement au Rwanda? Parce que la Russie est de plus en plus présente au Rwanda. Et voilà le genre de réponse que l'on devrait apporter. Il n'y a plus de zone grise. Le monde est passé en bicolore, noir et blanc. Nake Coploni de l'Italie prendra maintenant la parole. Merci, chers collègues. Depuis mars 2020, avec la pandémie, on a fait face à un grand changement basé sur un nouveau modèle qui semble paver la voie pour de nouvelles réformes. La suspension des règles du pacte de stabilité en approuvant la clause d'urgence, l'approbation d'aides d'État, la flexibilité des fonds européens, la souplesse de la BCE et le plan Next Generation de l'Union européenne font comprendre l'intention de l'Union européenne de revenir aux principes qui l'ont fondée, une Europe capable de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre États membres. Vu sous cet angle et compte tenu que de l'Ukraine à Gaza, les questions de sécurité sont devenues de plus en plus importantes, il nous semble qu'il est important d'œuvrer à l'avenir de l'architecture de sécurité européenne dans toutes ses dimensions pour renforcer la politique de sécurité et de défense de l'Union européenne à moyen et long terme. Qui plus est, l'émergence croissante d'États autoritaires comme l'Iran et la Corée du Nord menace sérieusement le projet européen. Nous partageons donc les principales lignes de ce chapitre. Disposer jusqu'à 2025 d'une force d'intervention rapide pour gestion des crises externes dans la perspective de la PESC, c'est-à-dire une armée européenne. Renforcer les missions d'urgence de la RDC. Donc, Aspides, la crise de la mer Rouge en sont un exemple. Je conclus. La situation actuelle au plan international met en évidence l'énorme retard de l'Union européenne en matière économique et géopolitique dans le monde. Et donc, renforcer la PESC est essentiel. Bien, parole à la Slovénie, en la parole de André Povlajan. Merci, Monsieur le Président, chers collègues et autres participants. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de menaces, de solutions, de sécurité, de planification stratégique, de résilience de l'Union européenne. Mais une chose a été omise, c'est le problème de la migration illégale sur le territoire de l'Union européenne. Lorsqu'on parle de la migration clandestine, il faut parler de questions, de propositions, en revenir à la Convention de Dublin.
La clandestinité est illégale, ne l'oublions pas. On a vu ce que tentait de faire la Russie et les Biélorusses en renforçant l'afflux de migrants à la frontière polonaise. La Pologne nous a alertés grâce à la Pologne. On a vu combien on a besoin d'une législation pour se prémunir de ce genre de problèmes. L'Union européenne ne fait pas suffisamment dans le domaine de la migration. L'enveloppe migratoire tarde dans le processus législatif et les États membres peinent à se protéger, se prémunir seuls. Certains pays se sont dotés, certes, de politiques plus strictes et sont des endroits plus sûrs où le taux de criminalité est moindre. Lorsqu'on parle de la sécurité et la sûreté en Europe, il faut s'assurer que nos États membres et nos territoires sont des lieux sûrs. Merci. Parole à Hérakli Béal de la Géorgie. Merci, Monsieur le Président. La sécurité et la défense sont des domaines clés de la coopération entre l'Union européenne et la Géorgie. Nous réaffirmons notre engagement à plus de cohérence avec les lignes de l'Union européenne. Nous partageons des valeurs. Nous avons besoin de plus de capacités de sécurité et de défense. L'Union européenne peut nous aider à renforcer ces capacités. La Géorgie a contribué avec succès à la stabilité et à la paix en Europe et nous voulons poursuivre ce partenariat qui est couronné de succès. Mon pays sait de quoi il parle lorsque on évoque la détérioration du cadre de sécurité et de sûreté. On a besoin certes de plus de résilience, renforcement des dépenses, de la capacité à faire face aux cyberattaques et cybermenaces, avoir plus de résilience au sein de notre société. Nous sommes engagés de manière robuste, nous restons engagés, nous sommes prêts à renforcer nos capacités dans ce domaine. En plus, l'agression de la Russie contre la Géorgie et l'Ukraine met en lumière leur stratégie cohérente menaçant la stabilité et la liberté. Grâce à la boussole stratégique, nous sommes prêts à renforcer la sécurité sur les bords de la mer Noire pour faire face à toutes les menaces, qu'elles soient hybrides ou pas. Vous pouvez compter sur la Géorgie dans les projets PESCO. Nous saluons également plus d'engagement de l'Union européenne et de l'OTAN dans la région en coordination des efforts déjà déployés par la Géorgie. Monsieur Kelval. Nous avons parlé de la situation au Sahel, qui est un sujet essentiel pour l'Europe. C'est vraiment notre front sud. Et au Sahel, le principal problème, c'est le Mali. Durant de très nombreuses années, nous avons eu une mission de formation qui n'a servi à rien d'autre qu'à dépenser de l'argent et on n'a formé personne. Et cette non-formation, eh bien, on a été, je le répète, incapable de former une seule unité opérationnelle de type compagnie. C'est dû à un mandat limité qui empêchait les militaires sur place de pouvoir accomplir un travail utile. Le problème n'est pas celui des militaires, mais c'est celui des politiques. Nous leur avons donné un mandat politiquement correct. C'est un scandale. Lorsque une situation du même ordre se produit en Ukraine, nous devons protéger notre flanc Est. Là, nous réagissons, nous assurons une formation et fournissons les armes. Et à un endroit où... Alors qu'au Mali, c'était le contraire. Voilà le problème. Le problème, ce sont nos mandats limités. Ils sont politiquement corrects, mais ils sont nécessaires en rien. Et là, l'Union européenne doit le savoir et doit lutter contre ceci. Merci. Parole à Nicolas Zirojevic du Monténégro. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec la position prévalente en Union européenne en ce qui concerne la situation géopolitique. C'est sûr, il y a eu un total revirement. Même s'il y a encore 2 ans, on aurait été enclin de penser qu'il n'y aurait plus de guerre terrible et de dévastation en Europe. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a prouvé que nous avions tort. Depuis plus de 2 ans, la guerre fait rage au bord de l'Europe, dans un pays qui est candidat
candidat à l'adhésion de l'Union européenne. Ces événements ont mené au renforcement de l'idée qu'en dépit de relations étroites avec l'OTAN, l'Union a besoin de son propre système de défense, un système qui soit fort. En dépit de la guerre qui perdure en Ukraine, les menaces d'invasion de la Russie sur un autre candidat à l'adhésion tel que la Moldavie nous met face à une question. Est-ce que nous avons le pouvoir de protéger la Moldavie, les États baltes d'un tel scénario? Alors, je prendrai l'exemple du Monténégro. Nous avons besoin de protection contre les menaces hybrides, mais nous avons besoin donc non seulement d'une défense territoriale, mais d'une défense virtuelle par rapport aux menaces hybrides dont nous sommes victimes de plus en plus chaque année. Au cours des 6 dernières années, notre État a été particulièrement exposé aux influences, aux interférences hybrides. Nous avons besoin de renforcer la capacité de nos citoyens et citoyennes parce qu'une infiltration dans l'esprit, des interférences dans l'esprit de nos sociétés font autant de ravage qu'un missile. Il faut renforcer certes nos capacités en Union européenne, ce qui ne pourra que renforcer l'OTAN pour pouvoir être autonome si nous avons le besoin de le faire, de protéger nos territoires et nos citoyens et nos sociétés. Turquie, Hulusi Akar, pour la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, la Turquie fait partie intégrante de l'infrastructure de sécurité et de défense de l'OTAN. L'Union ne devrait pas négliger les obligations de s'impliquer pleinement dans les alliances qui ne relèvent pas de l'Union européenne. Elle doit suivre ses engagements en matière d'importation, licence d'importation, exportation d'armes. Exemple, 400 Airbus qui étaient utilisés pour aide à l'Ukraine, pourraient être utilisés dans les zones de conflit. Certains pays alliés ont suspendu malheureusement les licences à l'exportation pour les systèmes de duplication et des moteurs et de fabrication des moteurs en Turquie. Dans le cadre de la boussole stratégique, une vision plus stratégique est nécessaire. Le document actuel reflète les demandes maximalistes de certains pays. Il s'accompagne de risques également, ce document, de problèmes pour l'Union européenne, ce qui ne fera qu'aggraver la situation sur le pourtour méditerranéen. Nous encourageons l'Union européenne à adopter les bonnes stratégies. Par ailleurs, nous trouvons totalement inacceptable que la Turquie soit listée aux côtés de la Chine et de la Russie parmi les pays qui posent problème. L'attitude de la Turquie est tout à fait différente de celle de la Chine ou de la Russie. La Turquie ne pose aucune menace pour l'Union européenne, comme je l'ai dit. Nous avons demandé l'adhésion. Nous faisons partie donc du continent européen, de son voisinage, etc. Nous n'avons jamais reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie. Merci. La parole est à Marit Arnstad pour la Norvège. Merci, Monsieur le Président. La Norvège salue les efforts visant à augmenter la capacité de défense européenne. Les pays européens doivent dépenser davantage en la matière et plus intelligemment pour avoir un meilleur retour sur investissement en matière de défense. Faisons en sorte que tous les efforts européens aillent dans le même sens. Donc, les initiatives de l'Union européenne doivent continuer de renforcer le pilier européen de l'OTAN. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de double emploi en matière de structure, pas de discrimination entre alliés et pas de découplage au sein de l'OTAN. L'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN montre que les 3 pays nordiques sont membres de la même alliance sécurité pour la première fois en 500 ans. Pour la sécurité nordique, c'est une nouvelle ère. Nous pouvons coopérer dans tous les domaines de la défense. En tant que pays tiers, la Norvège est préoccupée par les barrières institutionnelles que l'on crée et qui pourraient s'opposer à une coopération nouvelle et renforcée entre alliés de l'OTAN. Next speaker is Thank you, Chair.
Merci, Monsieur le Président. Dans un paysage de sécurité changeant, donc cette approche, ce n'est pas qu'un choix stratégique. En effet, la boussole met bien en évidence le développement d'une infrastructure stratégique à des fins civiles et militaires. La zone de la Baltique est un excellent exemple. Nous tentons de relier les États baltes avec le reste de l'Europe par un chemin de fer moderne, à savoir ici un équipement double usage. Et donc, nous créons une infrastructure qui servira tant à des fins civiles que militaires. Certainement, il y aura plus d'exercices militaires dans la région pour améliorer notre défense collective avec la Finlande et la Suède qui adhèrent à l'OTAN. Et donc, le rôle du chemin de fer balte va au-delà des avantages économiques immédiats. Compte tenu de l'agression russe en Ukraine, il s'agit d'un véritable témoignage de notre implication pour améliorer notre sécurité et notre connectivité. Et donc, ceci va de pair avec nos objectifs en matière de défense. Ceci servira tant à la croissance économique qu'à la réaction militaire. Thibault François, s'il vous plaît, de la France. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Général, Monsieur l'Amiral. 2 ans après le début du conflit en Ukraine qui a été déclenché par la Russie, c'est plus de 31 000 soldats ukrainiens qui ont perdu la vie et plus de 30 000 victimes civiles, ce qui est évidemment beaucoup trop. Emmanuel Macron a quant à lui franchi un nouveau cap, n'excluant pas l'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine. Ces déclarations qui suscitent une évidente inquiétude divisent nos alliés européens, notamment en Europe, l'Allemagne, Espagne, Hongrie, Suède, Pologne, République tchèque, Italie et Slovaquie. Aucun allié ne souhaite envoyer de troupes pour éviter une belligérance évidente avec la Russie et préserver l'intégralité et l'intégrité du territoire de leur propre pays. Même les États-Unis et même l'OTAN l'ont confirmé. C'est un témoignage d'un isolement diplomatique sur la scène internationale et d'un manque évident de consultation de nos alliés actuels. Mais c'est surtout la marque de l'impossibilité de mettre en place une armée commune européenne, et Dieu merci, tant les intérêts nationaux sont divergents et évidemment différents en termes de diplomatie et d'échanges internationaux. Cette déclaration stratégiquement non ambiguë du président de la République française représente une menace importante pour la sécurité européenne et peut faire planer le risque d'une escalade dont personne ne veut. Par conséquent, et ce sont mes questions, comment évaluez-vous la crédibilité de ces déclarations d'envoi de troupes par la France sans alliés sur place? Et quels sont les risques, selon vous, d'une escalade du conflit suite à ces déclarations du président de la République? Je vous remercie. Merci. And the last intervention is... Dernière intervention, la Grèce, Evangelos Apostolakis. Merci, Monsieur le Président. Chers délégués, la capacité de gestion de crise de l'Union européenne, plus que jamais, est nécessaire pour mieux faire face aux menaces auxquelles est exposée l'Union européenne en matière de PESC. Puisqu'on passe de gestion de la crise à une approche structurée et à long terme. La Grèce salue les initiatives de l'Union européenne qui visent à faire face et limiter les risques hybrides. Et nous avons une boîte à outils de cyberdiplomatie, mais y a-t-il eu une évolution récente concernant le développement de cette boîte à outils, surtout dans le cas des menaces hybrides, compte tenu de la situation actuelle en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient? Et la Grèce souligne le besoin d'incorporer une instrumentalisation des migrants comme l'une des menaces hybrides les plus graves à laquelle elle se heurte. Des arrivages irréguliers de Turquie nous préoccupent. Il y a des effets non seulement en Grèce, mais dans la plupart des autres États membres. Nous saluons la présidence belge et son engagement à combler toutes les lacunes législatives ayant trait au pacte européen sur la migration.
Thank you. Thank you, colleagues, for the interventions. And Merci, chers collègues, de vos interventions. Ce ne sont pas les questions et les observations qui manquent. Je donne la parole aux experts à la tribune qui pourront vous répondre et peut-être nous éclairer. s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de me concentrer en rassemblant les remarques et les questions par thème pour ne pas prendre trop de temps. Plusieurs d'entre vous avaient parlé de l'Afrique à juste titre, même si on ne devrait pas dire l'Afrique, mais les Afriques, où regardez chaque sous-région avec sa spécificité. Plusieurs d'entre vous avaient regretté une attention insuffisante portée par l'Europe aux crises africaines et je ne peux qu'aller dans ce sens. Alors, il est aussi facile à certains dirigeants de nous parler de deux poids, deux mesures, mais objectivement, chaque continent regarde d'abord la guerre à sa porte avant de regarder celle qui est un peu plus loin. Et nous sommes tous coupables de deux poids, deux mesures. Cela signifie tout simplement la subjectivité liée à nos histoires et à nos géographies. Plusieurs d'entre vous ont aussi souhaité une meilleure approche intégrée de notre politique vis-à-vis de l'Afrique et je ne peux qu'aller dans leur sens. Il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité et sans bonne gouvernance. À chaque fois que l'on a voulu travailler ces trois piliers séparément, on s'est heurté à des difficultés et finalement on a échoué et on n'a pas rendu service aux populations que nous croyons aider. Et de ce point de vue, aider des dictateurs est rarement une manière d'aider des populations. Javier Nart a considéré que ce qui se passait au Mali était la faute de l'Europe. Non. Non, et le parallèle avec l'Ukraine me paraît totalement non pertinent. D'abord parce que nous sommes allés au Mali à la demande des autorités maliennes et nous en sommes repartis à leur demande. Nous aidons l'Ukraine à sa demande à elle. Aussi parce qu'au Mali, nous n'avons pas fait qu'une petite mission de formation EUTM Mali. Il y avait la présence non seulement de mon pays d'origine, mais d'autres pays européens dans la task force Takuba. Nous avons apporté une aide substantielle, mais il y avait en sous-main un effort substantiel de la Russie à travers Wagner pour nous faire partir du Sahel. Ne renversons pas la faute et nous ne jetons pas des cendres sur nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'une junte fait le choix d'une milice sanguinaire qu'il faut prendre le parti de cette junte et de cette milice. André Flau a posé la question de savoir comment faire les bons choix budgétaires, sachant que nous sommes évidemment confrontés à beaucoup de nécessités, beaucoup de défis. Nous les avons faits pendant la guerre froide. Nous n'avions pas moins de nécessités, pas moins de défis à traiter. Mais quand les États-Unis, quand l'OTAN parle de 2% de notre PNB consacré à la défense, en réalité, ça ne devrait pas être un plafond, mais un plancher. Nous avons été capables de faire beaucoup plus dans le passé. Et aujourd'hui, il y a deux économies de guerre, la Russie et l'Ukraine. Nous ne sommes même pas entrés dans des économies de soutien à la guerre. Nous en avons les moyens et nous devons et nous pouvons faire davantage. Plusieurs d'entre vous ont parlé de l'importance de la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne. Je ne peux qu'aller dans leur sens et espérer que l'OTAN continuera à aller dans ce sens aussi, voir qu'elle mettra ses discours en œuvre, parce qu'il y a beaucoup de belles déclarations communes Union européenne-OTAN, et il y a un manque de coopération parfois sur le terrain qui peut surprendre. Quand la mission navale Irini en mer Méditerranée ne peut pas dialoguer avec la mission de l'OTAN Sea Guardian parce qu'un allié de l'OTAN, la Turquie, le refuse, ça n'est pas de la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne, c'est de la défiance les uns vis-à-vis des autres. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce genre de difficultés, ce sera difficile d'aller de l'avant, mais il faut aller de l'avant. Et les efforts qui sont faits par l'Union européenne en matière de mobilité militaire, même s'ils sont encore insuffisants, sont une bonne réponse à ces intérêts conjoints entre l'OTAN et l'Union européenne. Moi, je pousse, comme d'autres, pour un Schengen militaire, puisque la seule chose aujourd'hui qui peine à circuler librement dans notre Union, ce sont les troupes et les équipements militaires, ce qui est quand même un paradoxe. J'ai entendu notre collègue turc s'étonner que nous ayons nous-mêmes des étonnements et des inquiétudes vis-à-vis de la Turquie.
Moi, j'écoute et je lis avec attention les déclarations du président Erdogan et je m'étonne quand il s'en prend à certains dirigeants de l'Union européenne de la part d'un pays qui se dit toujours candidat, mais qui a fait tous les choix pour s'éloigner de l'adhésion à l'Union européenne. Ce sont des choix souverains que je respecte, mais je suis moins d'accord quand des insultes sortent de la bouche d'un dirigeant, d'un allié de l'OTAN contre des dirigeants européens. S'agissant de la déclaration du président de la République française, vous ne m'en voudrez pas de répondre aux députés du Rassemblement national que décidément il est une illustration parfaite de ce dont je parlais dans mon propos introductif, c'est-à-dire de l'ingérence dans la Russie, dans nos démocraties et de la proximité des extrêmes droites en Europe avec la Russie de Vladimir Poutine. Monsieur François est plus prompt à critiquer le président de son pays qu'à blâmer Vladimir Poutine pour l'agression de l'Ukraine par la Russie. C'est dommage, mais c'est son choix. Quant à parler d'escalade, là aussi, l'escalade est venue de la Russie du premier jour. Le parti de M. François ne voulait pas qu'on livre des armes parce que ce serait de l'escalade, pas des armes lourdes parce que ce serait de l'escalade, pas de missiles parce que ce serait de l'escalade. En réalité, le parti de M. François ne voulait qu'on ne fasse rien pour aider l'Ukraine. Ça n'est pas une surprise et heureusement que nous ne l'avons pas écouté. Quant aux réactions aux propos du président de la République, j'écoute en priorité ceux qui savent, les experts militaires et les pays qui sont proches géographiquement de la Russie, notamment les pays baltes et l'Ukraine, qui le félicitent et qui s'en réjouissent. Je vous remercie. Merci, Madame Loiseau. General Brieger. Thank you. Merci. Je rejoins la plupart des déclarations émises au cours de ce débat. Je crois comprendre qu'aucune question ne m'a été directement adressée, mais j'aimerais résumer en abordant certaines procédures et nécessités telles que je les vois. Certes, dans l'Union européenne, nous devons avoir des procédures plus rapides, des prises de décision plus rapides. Et dans le domaine militaire, la nécessité d'un minimum d'organisation militaire se fait sentir, compte tenu du nombre d'opérations et de missions qui va toujours croissant. Il faut en effet améliorer la défense et la sécurité commune en Europe. Il nous faut davantage de pragmatisme. Il nous faut des incitants pour que les États membres participent à des exercices, à des manœuvres, à des opérations, à des missions, dans l'intérêt de l'Union européenne elle-même. Ces incitants pourraient être de nature financière, mais aussi la perspective d'une meilleure coopération. Je crois que les responsables politiques doivent essayer d'en arriver à un accord sur une stratégie commune. L'Europe est une union de 27 États souverains. Il est clair qu'il y a différentes approches par rapport aux problèmes, mais il est tout aussi clair qu'il y a en ce moment un intérêt considérable visant à identifier des objectifs communs et des voies et moyens de sorte à ce que nous devenions et restions un fournisseur de sécurité crédible. Outre des valeurs communes, il nous faut mettre en évidence nos intérêts communs et mettre à disposition les moyens et l'organisation visant à protéger nos intérêts. Merci beaucoup. Thank you, General Brieger. And the last speaker is Admiral Hoffman. Je serai bref. Bien des choses ont été dites. Nous comprenons que le volet militaire n'est qu'un des instruments de pouvoir, outre la diplomatie, l'économie, l'information. Mais si vous voulez
avoir un effet. Si vous voulez que le militaire joue son rôle, qui est de renforcer le rôle de l'Union européenne dans le monde, il s'agit de mettre sur pied un instrument militaire fort et ferme. Ça fait longtemps que je suis militaire, c'était au siècle précédent déjà. Mais dès l'entame, j'étais convaincu de la force de la coopération. J'ai grandi dans une marine intégrée avec une autre marine et cela fait des décennies que je vois tous les avantages que peut apporter la coopération. Ces 10 dernières années où je pèse un peu plus, je prône davantage de coopération pour la défense européenne en général. Il y a beaucoup de potentiel. J'avais l'habitude de dire que coopérer, ça ne peut pas faire mal. C'est une question d'attitude, de volonté politique et d'implication et d'action. Il n'y a plus de temps à perdre. Merci. Wise words. Voilà des propos empreints de sagesse. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de notre session. Je vous remercie tous de vos interventions. Je remercie aussi les 3 experts à la tribune et ils méritent vos applaudissements.